Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Niger, et après la victoire annoncée par la CENI du candidat Bazoum Mohamed, la situation sécuritaire dans le pays s'est dégradée. Des actes de vandalisme, des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants, ou encore des arrestations de masse font craindre une fin difficile pour le processus électoral. L'opposition nigérienne dénonce l'incarcération de 3 de ses militants après plusieurs jours de garde à vue. Il s'agit de Moumouni Bourema, ancien chef d'état-major des armées, de Sédou Taïrou Mayaki, un ex-colonel des douanes, et de l'ancien Premier ministre Hama Amadou, leader du parti Modène Faloumana. Ce dernier est accusé par les autorités d'avoir instigé les troubles dans le pays. L'opposition, par ailleurs, continue de réclamer sa victoire à cette élection, pendant que le candidat du pouvoir a déjà lancé des appels à la paix et à la cohésion. Niger, 3 opposants, dont Hama Amadou, en prison, un processus électoral en eau de boudin, c'est la question, un trame de l'émission du jour à chacun et tous. Bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous, Emel Guérin, bonjour. Bonjour, Johannes. Consultant en communication et gestion de crise. Lamine Sissé, ma première question pour vous. Aujourd'hui, le processus électoral, on va dire, est dans sa dernière phase, c'est-à-dire qu'on attend la Cour constitutionnelle par rapport à la validation ou non des élections ou du scrutin tel que annoncé par la CENI, mais visiblement des soucis sécuritaires et notamment de troubles à l'ordre public continuent de se poser dans le pays. Oui, comme à l'accoutumée, dans des régimes policiers, où la démocratie n'est pas populaire, elle est étatique. Parce que si vous voyez que c'est pourquoi nous avons, surtout dans les pays francophones, nous avons ce qu'on appelle les partis États. Au ministre de l'Intérieur, qui fait partie du parti au pouvoir, ne peut qu'avoir des actions partisanes. Parce que ce qui est étonnant, après la proclamation des résultats, la spontanéité des populations dans la rue, le ministre de l'Intérieur du Niger s'est érigé en procureur et en juge à la fois pour accuser, à travers une conférence de presse, que c'est les principaux leaders, en l'occurrence le leader du FA Modem Loumana, Hama Amadou, et il accuse un général à la retraite, et etc. Alors, déjà, c'est un processus planifié. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus de démocratie policière du moins, dans un processus de démocratie où on pense que l'État doit être au service d'un homme, l'État doit être au service d'un parti politique. Parce que dès lors que le ministre accuse directement les principaux leaders de l'opposition, le ministre a peut-être des informations de ce que c'est. Il n'est pas le juge. Il n'est pas le juge. S'il a ces informations, qu'il mette ça à la disposition de la justice. Il ne peut pas être juge et parti à la fois. Le ministre de l'Intérieur est partisan. Il fait partie du parti au pouvoir. Il soutient Bazoum. C'est ce qu'il faut dire avec clarté. C'est-à-dire que quand un ministre est dans cette position d'une indépendance, d'une partialité totale, visible dans l'action, mais comment se fait-il que la spontanéité des actions dans la rue, on peut l'attribuer aux chefs de l'opposition? C'est eux qui ont organisé ça. Et on n'a vu aucun mot d'ordre, aucun discours qui aille dans ce sens-là.
Et on va les cueillir pour les diviser. On amène l'autre à Felengue, l'autre à etc., etc. Mais c'est une planification de bâillonner l'expression publique. C'est ça la réalité. Donc moi, la question fondamentale qui se pose, c'est nous sommes dans quel processus de démocratisation? On ne peut pas dire que ces élections-là sont transparentes. Pourquoi le ministre de l'Intérieur là? On a dit, on a braqué des urnes. Quand on dit braquer des urnes, on a contraint les gens à signer les procès-verbaux depuis le premier tour jusqu'au deuxième tour. Est-ce qu'il y a eu des preuves? Mais pourquoi lui n'a pas cherché les preuves? C'est-à-dire qu'il est habilité à chercher les preuves aux côtés de l'opposition, mais il ne cherche pas à chercher des preuves là où ça arrange le pouvoir. N'est-ce pas à l'opposition de compiler ces preuves-là et de les verser au dossier? Mais je parle de braquage au niveau des urnes. L'opposition n'a pas à amener ces preuves-là. C'est le ministre de l'Intérieur. Tant s'il est là pour la sécurité nationale, c'est lui qui doit amener ces preuves-là. Mais il n'en parle même pas. Il n'en fait même pas cas. Et malgré, on voit la ministre extrêmement remontée. Selon vous, déjà, est-ce que le processus électoral n'est pas viable? Parce qu'il y a eu élection, l'opposition a, semble-t-il, fait des reproches entre les deux tours, mais a accepté que le processus se poursuive. L'opposition a envoyé ses représentants entre les deux tours au niveau de la CENI. L'opposition sort donc de cette élection en affirmant avoir gagné, alors même que les résultats compilés par la CENI donnent le candidat du pouvoir vainqueur. Bon, la situation au Niger n'est que le fond archétypal du système démocratique que nous avions colporté, exporté et importé en Afrique, sans tenir compte des fondamentaux de nos réalités endogènes. C'est dommage. Et donc, c'est pourquoi vous voyez partout des contestations. C'est classique en Afrique, après une élection, les crises post-électorales où l'opposition crie à la fraude, parce que c'est le processus même qui est ainsi. Pourquoi? C'est simple, il faut remarquer que dès le premier tour, Maman Ousmane a déjà commencé par crier à la fraude. Monsieur Lamine Cissé tout à l'heure a évoqué le cas, la sortie du ministre de l'Intérieur. J'essaie de le comprendre parce qu'il a évoqué clairement que Ama Amadou, bien avant même les élections, le premier tour, avait déjà appelé à dégager le président. Alors par quelle manière il faut le dégager si ce n'est pas par les urnes? C'est ce qu'il avait dit. C'est pourquoi lui, déjà dans sa tête, dans son imaginaire, il a pensé que ce serait lui qui serait derrière. C'est vrai que ce monsieur a fait preuve de dignité en se livrant lui-même à la police pour apaiser les choses. Et jusqu'à présent, vous allez constater que le candidat perdant n'a pas fait de déclaration tapageuse qui peut inciter à la violence. Il a été ancien président, il sait ce que ça veut dire. Moi, je condamne toute violence, quelle qu'elle soit. Je les condamne. Il faut reconnaître aussi que le président Mamadou Issoufou avait promis, parce que c'est la première fois que nous sommes en train d'observer une transition de civil à civil de façon démocratique. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du Niger. Et il a promis faire la chose. Malheureusement, les troubles qui se sont produits ces derniers jours ont sapé un peu sa fin de mandat. Et il n'aurait pas souhaité ça. C'est vrai qu'au niveau de l'opposition, Maman Ousmane estime avoir gagné avec 50,3%. Pourquoi? Parce que le Niger a une particularité. C'est plutôt les zones rurales qui sont beaucoup plus peuplées que les zones urbaines. Je vous explique. Parce qu'au Niger, vous avez sur la majorité des filles de moins de 18 ans avec 80% sont des filles avec 7 enfants. Donc il y a une fulgurance démographique énorme aujourd'hui au Niger. Ce qui fait qu'en lui, en comptant les voix, Maman Ousmane a estimé, puisqu'il a gagné à Niamey, même à Zender, il n'a pas gagné son fief. Selon les résultats que la CENI nous a gagné. Et il y a moins de 100 voix, Bazoum l'a battu.
à Zender même. Mais dans les grandes villes urbaines, il a estimé avoir gagné. Et pour lui, c'est qu'il a obtenu au moins 50%. Qu'est-ce qui me retient mon attention? Les observateurs comme ceux de l'Union africaine, de la CEDEAO et même de la CENSAD ont estimé que les élections se sont bien passées. Et même féliciter le président Issoufou de n'avoir pas révisé la constitution pour un troisième mandat. Ah, j'ai dit, mais c'est intéressant. Pourtant, dans certains pays, ce sont ces mêmes observateurs que la CEDEAO, qui est dirigée par nos chefs d'État, l'UEA, dirigée par le chef d'État, envoie en Côte d'Ivoire, en Guinée, troisième mandat, tricotage de la constitution. Et puis, les élections se sont bien produites. Mais on se fout du peuple africain. C'est du bordel. Ces mêmes observateurs vont féliciter Issoufou. Et en Côte d'Ivoire, on fait troisième mandat, il n'y a pas de problème, les élections sont bien produites. En Guinée, pareil. Mais le peuple africain, c'est pensable. Je l'ai dit la fois passée, ces gens qui nous dirigent, ils ont quoi dans la tête? Ça sort de mon entendement quand j'observe cette déclaration et puis on se complaît. C'est pourquoi je dis, il faut forcément l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants pour sortir du système. Moi, je suis anti-système parce que le système est conscient. Vous savez, je vous dis, en Afrique, ce qui s'est passé au cours de la traite négrière, tel que les Blancs l'ont fait, c'est exactement ce qui se passe. Je vous explique un peu de mots. Nos rois, à l'époque, on leur apportait des miroirs pour livrer des humains. Exactement. Après, quand ça a fait plus de 4 siècles, on nous a colonisés. On dit, voilà, ils ne sont pas instruits, on va les instruire. Cela a été. Après, vous avez des présidents dictateurs. Et maintenant, on nous amène leur démocratie. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire la démocratie à l'américaine parce que l'Amérique a son histoire. On ne peut pas faire la démocratie à la française parce que la France a son histoire. On ne peut pas faire la démocratie à l'anglaise parce que l'anglais a son histoire. C'est ainsi. La Russie également. Vous voyez, il a parlé des pays francophones. Et c'est surtout dans ces pays francophones que le bordel est installé. Je me suis posé la question et j'ai compris. Quand le Paul Kagame, quoi qu'il ne soit pas démocrate selon certains, a pris le pouvoir, pourquoi il est sorti de la zone francophone? Le Rwanda est un pays francophone. Et il sait pourquoi il a fait. Et Dieu seul sait s'il a raison ou pas. Nous voyons les résultats. Donc je pense qu'il faut que les penseurs africains, que nous repensions notre système démocratique. La démocratie, c'est quoi? Ce n'est pas tel que les précurseurs l'ont inventé. C'est le pouvoir au peuple. Et tant que les élections seront organisées comme ça, de cette manière, il y aura des troubles, il y aura des violences, mais qui ne porteront rien, qui n'auront aucun résultat. Alors, je crois que quand on regarde le cas du Niger, c'est-à-dire qu'en fait, l'État est en place. C'est pourquoi je ne peux pas les détourner. D'autant plus que moi, je suis là pour défendre les peuples et surtout les leaders opprimés. Je n'aime pas qu'on opprime un leader. Le principal chef de l'opposition, Ama Amadou, c'est lui, à un moment de l'histoire nigérienne, qui a permis à Issoufou de gagner le pouvoir au second tour. Ils devaient censés gouverner ensemble pour bâtir le Niger. Il y a eu des divergences. Depuis lors, il est la cible principale. C'est-à-dire qu'il y a une haine viscérale contre ce monsieur-là. Pourquoi? Ce monsieur a montré toute sa bonne volonté. Il a été mis en exil, il a été emprisonné, il est revenu. Il a déposé sa candidature, ils ont sorti sa candidature, il ne sera pas candidat. Alors qu'il est plus populaire que Youssoufou même. Youssoufou a l'appareil d'État et l'argent de l'État. Ils lui ont dit tu ne seras pas candidat. Il dit il n'y a pas de problème. Il n'a pas fait un discours va-t-en guerre. Il leur a dit l'essentiel est de créer la transition, de remplacer ces gens-là ici. Et il a soutenu un candidat. Donc son drame aujourd'hui, c'est de soutenir un candidat qui met en ballottage le pouvoir en place. C'est ça le drame d'Ama Amadou. Et les autres qu'on bâillonne. C'est-à-dire que bâillonner la démocratie. Vous avez fait la théorie sur la démocratie. Évidemment, c'est pertinent. Hein? Tu sais, la démocratie, normalement, l'État sur lequel nous nous adossons, vous avez bien dit que c'est pas une démocratie endogène. Je suis d'accord avec toi. L'État même
que nous utilisons est un État importé. L'État, ce n'est pas notre État. OK? Ministre, président de la République, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, les populations ne savent même pas quelles sont les lois qui sont là. Et ce qui est dramatique, le fonctionnement de ces États-là se font dans la langue des autres, pas dans notre langue. Donc, la gouvernance est très loin des populations. La gouvernance, elle est élitiste et les élites en font ce qu'ils vont. Mais en réalité, quand vous analysez cette démocratie, ce processus de démocratisation, au Niger, par exemple, on dit qu'il y a 7 millions de personnes inscrites sur la liste électorale. Il y a 20% qui ont voté parmi ces 7 millions-là. Donc il y a à peu près 4 millions qui ont voté. Oui. Ces 4 millions-là, si toi tu es à la moitié, on dit que c'est toi qui as gagné. Donc tu as été élu par 2 millions de Nigériens et tu bombes ta poitrine et tu vas faire la dictature sur les 90% des populations qui n'ont pas voté pour toi. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que c'est la dictature de la démocratie qui prévaut en Afrique, surtout en Afrique francophone. Donc, les élites doivent pouvoir avoir beaucoup de retenue et savoir que l'État n'appartient à personne, l'État appartient au peuple. Et c'est pourquoi je m'érige contre les présidents comme Youssoufou qui pense que président de la République, donc moi j'ai l'armée, la puissance publique, qui t'appartient pas, c'est pour le peuple. J'ai tout l'argent du pays, qui t'appartient pas, c'est pour le peuple. On te donne un palais présidentiel, un avion présidentiel. On te dit gouverne pour que tous les Nigériens soient à l'aise dans cette gouvernance-là. Toi, tu crées des camps de confrontation dans ton pays. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas avec toi, tu les élimines, tu les mets de côté. Quelque part, c'est cette guerre qui se passe. Ceux qui ne sont pas avec moi, je les mets de côté. Quelque part, ne faut-il pas normalement c'est au moins saluer. Non, c'est ce que je dis. On dit il a c'est-à-dire que vraiment, je ne sais pas, la règle, on félicite la règle, quoi. C'est-à-dire que Youssoufou. Oui, mais il y a des gens qui. Youssoufou est venu à la faveur d'un coup d'État militaire. Tu penses qu'il ose continuer? Il peut. Youssoufou ne peut pas. Il ne peut pas. Il continue. Les militaires le font sauter comme ils ont fait sauter l'autre, Tandja. Quand même, la règle, elle est là. Ils ont fait sauter Tandja, pourquoi? Parce qu'il a modifié la constitution, il a voulu continuer. On a vu des Lui, Youssoufou, a bénéficié de ce support-là. Mais il ne peut faire autrement que de partir. On a vu des chefs d'État venir à la faveur des coups d'État et... C'est eux-mêmes qui ont fait les coups d'État. Se pérenniser. C'est eux-mêmes qui ont fait les coups d'État. Mais Youssoufou a bénéficié de la démocratie de la coup d'État. De la démocratie... Alors, ne faut-il pas tout au moins féliciter les chefs d'État pourquoi le féliciter? Qui refuse de modifier sa constitution et qui quitte le pouvoir au terme de son deuxième... Je comprends. Même si je ne suis pas d'accord, je comprends cette félicitation qui est contextuelle. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte africain où un président égale constitution. Un président, constitution. Chaque président a sa constitution. Donc dans ce contexte comme ça, où lui, il ne le fait pas, et les observateurs de l'UA et de la CEDEAO se permettent de le féliciter. Mais nous, peuple, on s'en moque. Parce qu'il est venu pour respecter la constitution. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il est venu pour respecter la constitution. C'est le contraire qui serait surprenant. Donc, mais le contraire se passe ailleurs. Et les mêmes institutions panafricaines, UA, CEDEAO, félicitent et sont avec ceux-là. Vous savez avec moi que... Et c'est ça le problème, monsieur Lamisi, je vais vous dire. Que ce soit Mamadou et autres, ils sont tous du système. Et quand vous êtes tous du système, vous mangez entre vous et c'est le plus fort qui gagne le rapport des forces. Le seul que je peux dédouaner, c'est l'ancien président Maman et Ousmane. Pourquoi? Qu'il vous souvienne qu'il a subi un coup d'État en 1993. Parce qu'il se détournait de la France. Comme le président Soglo. Le président Soglo a toujours dit haut et fort que c'est la France qui l'a enlevé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Maman Youssoufou. Donc, Ousmane, on ne lui permettra plus jamais de revenir au pouvoir. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Et donc, ce système, je dis, c'est la France-Afrique qui continue. Youssoufou est de l'international socialiste. Et son arrivée coïncide avec François Hollande, qui est du même organisation internationale que lui. Il a fait pareil au Mali. Il voulait en faire au Bénin, qui a fait rêver Golou, mais ça n'a pas marché. C'est les coulisses, ça.
Et donc, ces chefs d'État, vous avez vu Ouattara qui allait dîner pendant 2 heures avec Macron, parce qu'on veut aller recevoir l'onction de la France. Je veux diriger un pays africain, il faut que j'aille recevoir l'onction. J'ai écouté le président qui est en train d'être élu là, et Bazoum, qui a dit que maintenant que le pouvoir a changé de main aux États-Unis, qu'il espère l'appui des États-Unis pour la lutte contre le djihadisme. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je donne un exemple. Si les États-Unis n'existaient pas, si la France n'existait pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de Niger. Mais c'est grave. Et qu'est-ce qu'il dit sur le plan économique? Avant l'arrivée du Soufou, il dit que la pauvreté était à 60%. Aujourd'hui, nous sommes à 40% de pauvreté accrue. Et que lui fera tout pour venir à 25%. Pourquoi ne pas faire disparaître totalement la pauvreté? En 10 ans. C'est un objectif. Il faut se fixer il est venu pour que les Nigériens puissent quitter la misère. Vous auriez voulu l'illettrisme est à un niveau inestimable aujourd'hui. Et il dit qu'il a un bon mandat. Même le 3 mars dernier, il y a eu 4 morts, 3 militaires et 1 civil encore. Tous les jours, on tue des gens. Et il dit sur le plan sécuritaire, il a un bon bilan. Mais où? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les gens nous mentent parce que nous avons une population analphabète, une population non instruite, et ils se permettent de nous mentir tout le temps, de nous faire croire que oui, ils ont un bon bilan. Mais c'est faux. J'ai très bien suivi la campagne. Maman Ousmane a démontré. La corruption est galopante. Oui, c'est vrai. L'ancien ministre de la Défense a détenu, selon l'audit diligenté par Issoufou lui-même, 75 milliards de francs CFA. C'est vrai que le président qui est en train d'être élu, milliards, hein? Oui, qui est en train d'être élu, se targue de dire qu'il n'est mêlé de rien. Parce que c'est que la corruption a gangréné le système Issoufou de façon très sérieuse. Et donc un système comme ça, comment il dit la continuité? Mais il fallait une rupture. Et le seul candidat, la seule personnalité qui pouvait marquer la rupture, c'était le candidat de l'opposition. Ça veut dire que le Niger va encore continuer dans ça, alors qu'ils ont maintenant le pétrole. Et selon le plan établi, c'était que la commercialisation allait commencer en 2022 avec le pipeline qui est par le Bénin, bien sûr. Le président élu a dit, je l'ai écouté, il a dit que ce n'est plus possible, il faut attendre 2023. Ça veut dire que ces gens-là, ils naviguent à vue. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas d'objectif. Et c'est bien dommage pour les populations africaines. Et c'est pourquoi je dis, et je redis, tant que il n'y aura pas cette nouvelle conscience, cette nouvelle génération de dirigeants pour casser le système, pour sortir du système. Vous savez, quand je parle du système, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est les mêmes que vous retrouvez. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on vienne au pouvoir et on se partage le gâteau. C'est au détriment du peuple. Et c'est ce que Bazoum veut faire. Déjà, le troisième pour le premier tour, et Seyni Oumarou sera président de l'Assemblée nationale. Ça, vous le savez. C'est clair. Bon, pour le second, Albadé Abouda, on verra bien quel poste il va pouvoir lui trouver. Mais ce qui est sûr, le Premier ministre, et c'est ça que je dis tout à l'heure. Déjà, est-ce que ce n'est pas ces ralliements-là qui crédibilisent l'élection de Bazoum Mohamed? Oui, mathématiquement, c'est possible. Parce qu'il y avait quand même 22 points d'écart au cours du premier tour. Tout à fait. Donc on se disait que Ousmane était perdu. Donc même s'il y a fraude, on peut estimer. Il a réduit l'écart. Ousmane, ça veut dire qu'il a fait une merveilleuse campagne. Il a réduit considérablement l'écart. Et c'est pour revenir sur la popularité de Amadou que, enfin, les échauffourées que nous avions observées, c'est la popularité d'Amadou. Ils savent qu'il est populaire et il n'y a que lui seul qui peut faire descendre la population dans la rue. Mais dommage, je dis... Donc, quelque part, il y a eu malheureusement 2 morts. Et c'est déplorable. Beaucoup d'arrestations selon le ministre de l'Intérieur. 468 arrestations. Dont le frère de l'ancien président Ibrahim Maïna Sara. Je dis, tant que les élections seront organisées comme ça, et le vrai problème, vous savez, c'est parce que nos populations n'ont plus confiance en nos institutions. Le problème est là. Et c'est partout ailleurs, d'ailleurs.
dans le monde. On a vu aux États-Unis, ils n'ont plus confiance aux institutions. Parce que quand vous mettez les institutions en place et que vous-même vous les sapez, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas d'éthique politique, c'est-à-dire que vous donnez une parole aujourd'hui, demain vous changez. Comment les populations peuvent-elles avoir confiance aux institutions? Ils ne peuvent pas. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi je dis et je redis, quand l'autre là nous donnait des leçons pour dire il faut des institutions fortes en Afrique, je dis non. Il faut des hommes sages au pouvoir. Comme l'a dit Platon, des philosophes sages. Tant qu'on n'aurait pas des hommes d'État, et c'est ça que je vous ai dit la dernière fois, il y a différence entre un homme d'État et un homme politique, je me chie à le dire. Un homme politique, c'est cet homme qui pense à la prochaine élection. Mais un homme d'État, c'est celui qui pense à l'avenir de son pays. On n'a pas beaucoup d'hommes d'État en Afrique, malheureusement. Et quand on en a qui veut sortir du système, et puis on monte un coup d'État contre lui, ou on le décime comme on l'a fait pour Kadhafi. Voilà. Alors, moi, je voudrais revenir sur le système. Tu sais, les gens, quelquefois, ont fait un amalgame. Pour ce qui concerne le système chez nous, c'est le système néocolonialiste. Instauré pour mieux nous exploiter. Alors moi, je crois que quand on parle de système, vous avez parlé d'Alassane Ouattara, je suis d'accord qu'Alassane Ouattara fait partie du système. Parce que ce qui fonde, le fondement de tout système mondial de gouvernance, c'est la Banque mondiale. Lui, c'est un patron, il a fait tous ses trucs au niveau de la Banque mondiale. Donc lui, il a été formaté dans le système. Mais Ama Amadou, c'est depuis Séni Kounché. Il a ramé en bas, douanier en bas, jusqu'il est monté. Il a fait ses preuves. Séni Kounché, c'est l'un des présidents les plus honnêtes, les plus droits du Niger. Demande les Nigériens. Il n'y a pas de corruption au temps de Séni Kounché. Donc, il a été formé par Séni Kounché, directeur de cabinet. Il n'a jamais été président de la République à Mamadou. Premier ministre pendant 10 ans, président de l'Assemblée nationale. Mais tant qu'il n'est pas monté au pouvoir, on ne peut pas le juger. On ne peut pas juger. Ce qu'on peut juger de Ama Amadou est que s'il avait touché l'argent public une fois et que l'État découvre ça là, ils allaient le mettre en prison depuis. Ils n'avaient pas créé les BP, tout ça là, parce qu'ils ont cherché partout dans sa gouvernance. Et je dis, c'est l'homme le plus l'un des hommes les plus transparents aujourd'hui au Niger. Alors, cette expertise-là, je pense que Youssoufou devait faire tout pour que cette expertise-là, dans la gouvernance, soit mise ensemble pour qu'il y ait une cohésion. Parce que l'opposition ne doit pas être vue toujours comme un ennemi. Il faut toujours l'écarter. Mais l'écarter pourquoi ? Dans la gouvernance de nos pays pauvres, ainsi, de nos pays où on a besoin de ressources humaines, de compétences, c'est là où se trouve le problème. Maintenant, vous avez parlé de la transparence électorale. Vous savez, l'élection, elle est transparente ou elle n'est pas. Quand il y a contestation, elle n'est pas transparente du tout. Parce que nous avons vu des élections, des systèmes électoraux transparents. J'ai toujours pris l'exemple sur le Ghana, de Jerry Rawlings. C'est un militaire qui a fait 10 ans de régime militaro-marxiste. Oui, mais même au Ghana, il y a contestation. Quand ? Aujourd'hui, il y a contestation. La contestation qui est là, elle a été vite réglée. Parce que le système électoral ghanéen, tu ne peux pas comparer ça avec les autres systèmes. C'est le peuple qui contrôle ça, ce système-là. Mais ça a été vite réglé. Il n'y a pas de problème. La différence entre... C'est minime d'ailleurs. Mais ce que nous pouvons retenir est que quand Rawlings est venu, son premier mandat, première élection, c'est toute l'opposition qui l'a félicité avant qu'on finisse les décomptes. Deuxième élection, c'est toute l'opposition qui l'a félicité. C'est au Ghana où je vois un président n'est pas sûr de faire 2 mandats. Tu fais un mandat, tu n'es pas sûr qu'au prochain, le peuple peut te déposer. Donc, le processus électoral est transparent. Dans nos pays où l'opposition conteste, c'est qu'il y a fraude. Un processus électoral transparent, il n'y a jamais. C'est-à-dire qu'il faut associer l'opposition, la société civile en amont et en aval. Nous avons expérimenté ça au Sénégal. Nous avons créé 2 alternances sans problème. Parce que ça a été clair. Abdou Diouf, il ne faut pas dire que, par exemple, au premier tour, j'ai tel pourcentage par rapport à l'opposition et qu'au deuxième tour, je vais le gagner. J'ai dit non. C'est un mauvais calcul. Vous savez, prenez les voix de toute l'opposition contre Bazoum, ils font 53% au premier tour. L'opposition contre Bazoum. Donc ils l'ont battu dans les urnes. En termes de comptabilité, 1, 2, 3, c'est l'opposition qui a battu Bazoum. Maintenant, vous savez, le drame est que dans la psychose, quand les gens ne croyaient pas qu'au Niger, le deuxième tour se fera,
Les gens étaient en train de préparer, ils vont voler, il y aura un coup KO. Le coup KO n'a pas pu être fait. Ça a redonné, ça a remotivé. Ça a permis aux gens d'être à découvert, de dire « Ah, maintenant je vais aller voter ». Parce qu'il y avait un réservoir de 30% qui n'ont pas voté. Il y avait 400 000 de bulletins en l'air, malgré toutes les fraudes. Donc moi je me suis dit, je prends l'exemple du Sénégal, le président Diouf, après 20 ans, quand on a mis les conditions de l'alternance, avec le code consensuel de 92, la transparence dans les élections, mais il a été battu. Comment? Au premier tour, il avait eu 40%. Les gens ont dit, oh, c'est fini. Mais il a été soutenu par le deuxième, Djiboka, par la pression du président Bongo. Il a été soutenu par Djiboka, qui avait eu 15%, qui est venu avec ça. Mais Abdou Diouf est resté à 41%. Il n'a pas pu bouger. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que l'appel est systématique. Le vote est des populations est systématique. Non. C'est pourquoi j'ai dit que ce serait une erreur monumentale de penser que, avec le report des autres, du premier et du deuxième avec Bazoum, déjà les dés sont jetés. Non. C'est une erreur fondamentale. Alors, une opposition qui vous dit, dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit, on a pris les armes pour contraindre aux gens de signer. Ils ont des preuves. Parce qu'il y a des vidéos. Là où on dit dans tel endroit, il y a des PV qui sont venus que nos représentants n'ont pas les mêmes PV. Mais je crois que la Cour constitutionnelle doit tenir compte de cela et regarder de près qu'est-ce qui se passe. D'autant plus que celui qui parle, il n'a pas l'appareil d'État. Il peut ne pas contrôler le système. Parce que le système est biaisé au départ, c'est ça. Une élection, quand elle est transparente, en amont et en aval, l'opposition lui-même, il s'assoit et dit vraiment, on m'a gagné. Il y a certains au Niger qui ont aujourd'hui des difficultés. C'est le cas d'un de nos correspondants dont la maison ou les maisons ont été saccagées, brûlées. On a suivi, il désignait, il connaissait visiblement les gens qui s'en sont pris assez bien et visiblement, au vu de cette sortie-là, on se dit peut-être que ce sont les gens ou les militants du Modène Faloumana qui s'en sont pris à lui, et pourquoi pas donc qui justifierait les accusations portées par notamment le ministre de l'Intérieur nigérien. Oui, il faut reconnaître que ce qui s'est passé au Niger est l'expression du ressentiment des populations africaines contre la France. Il y a des symboles français qui ont été comme Total, qui ont été saccagés, brûlés. Les estiment, Moussa Kaka, correspondant de RFI, vous savez, RFI est un média d'État, pour l'État français. Et donc parfois, quand ils veulent, comme France 24, ils veulent manipuler l'information, ils savent le faire très bien. Ils sont formés pour ça, pour manipuler l'information. Et donc c'est tellement pour ça. Non. Ce sont des accusations extrêmement graves. Je peux vous donner un exemple. Non. Je vous donne un exemple clair, vous allez vérifier. Je ne parle pas en l'air. Le journaliste chercheur Olivier Gérard, au cours des dernières élections aux États-Unis, il était sur France 24. Vous savez que Donald Trump avait émis un appel vers le gouverneur de Géorgie. C'était en anglais. Et quand il parlait en français, la journaliste voulait l'obliger à reconnaître que Trump lui demandait de frauder. Mais il lui a dit non, ce n'est pas ça, madame. J'ai écouté l'audio. Je suis journaliste, j'ai été formé, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas à elle de l'amener à reconnaître ça. Mais il dit, l'autre aussi est journaliste de formation, chercheur. Il dit, mais non, monsieur Olivier, vous pouvez vérifier. Je vais vous fournir la vidéo. Il dit, mais non, j'ai écouté l'audio. Il lui dit, mais je t'ai aidé à être élu. Autorise simplement le recomptage des voix. Point. Et toute la presse internationale, c'est la DOSA. C'est ce qu'on nous fait croire. Et c'est pourquoi je parle du système. La DOSA veut nous faire croire que c'est eux qui ont raison. Ils formatent l'idéologie, la théorie, et puis on nous fait avaler cela. Ce n'est pas ça. C'est vrai, je condamne toute violence. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il a dit, Moussa Kaka, il s'adressait certainement à cette population pour dire, ce n'est pas moi votre ennemi, je ne suis pas votre ennemi c'est Issoufou. Donc certainement que la population s'est trompée d'ennemi. Toutefois, dans l'imaginaire de cette population, il est un des pions de la France. Et c'est ça le vrai problème
des populations. Vous n'êtes pas sans savoir que même au Mali, même au Niger, il y a quelques mois, c'était devenu tellement imminent que Macron était obligé de taper du poing sur la table pour dire, mais écoutez, donnez-moi pour votre position. Et tout le monde s'est couché. Les bébés présidents, tous se sont couchés pour Macron. Avec ça comme ça. Lamine Sissi. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, le système, c'est une véritable communication qui accompagne le système. Hein. Aujourd'hui, il faut saluer les télévisions privées, les radios, tout ça là, qui font qu'aujourd'hui, l'information... C'est une voie alternative. Et c'est ça. Contradictoire. Ça nous permet d'analyser et de savoir où se trouve la vérité. Mais c'était unilatéral, l'information à l'époque. Si France Inter ou etc. dit quelque chose, on dit c'est ça la vérité parce que ça vient des Blancs. Le système, c'est une communication qui accompagne le système. Mais il faut pas aussi faire l'amalgame entre le combat, l'État français et le français. Parce que nous n'avons rien contre le peuple français. Au contraire. Parce que c'est pas de rejeter un peuple. En fait, les populations africaines le savent très bien. Voilà, ils ne s'attendent pas aux Français. Non, pas aux Français. Moi, parce j'ai des en ramifications françaises. Oui, on se marie entre nous. Mais c'est l'État français. Il y a tellement de Français en Afrique qui adorent l'Afrique plus que la France elle-même, qui adore, qui n'aimerait pas. Moi, je suis de la Casamance au Cap Skirring, vers les années 74-75. Quand les Français venaient là-bas en vacances, il y a des gens qui pleuraient. Ils ne voulaient pas rentrer. Ils veulent rester tellement qu'ils sont intégrés, etc. Ils aiment l'endroit. Le problème, et il y a des Français qui se battent contre ce même système-là. Vous savez, le système-là, ce n'est pas contre l'Afrique seulement. C'est un système de gouvernance mondiale. Merci, c'est ça. Et celui qui contrôle ce système-là, c'est les Nations Unies et les banques. Nos banques, là, le FMI et le Fonds monétaire international. Et les médias. C'est eux. Les GAFA. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la même chose au Niger. Vous avez parlé de caca. Évidemment, les gens n'ont pas... C'est pas Moussa Kaka qui attaque, en réalité. C'est le symbole de la domination. Parce qu'en fait, le problème qui se pose est que nous ne sommes pas libres et indépendants dans notre gouvernance. C'est dans votre pays, dans votre gouvernance. C'est pourquoi je souhaiterais... Je ne sais pas quel est le président qui sera là au Niger. Mais il faut arrêter de commettre les mêmes fautes. L'exclusion dans la gouvernance amène à l'hécatombe. Forcément, amène à la perdition, amène à la mauvaise gouvernance, amène à l'appauvrissement du peuple. Si tant est que c'est le Niger ou c'est le Bénin ou c'est le Sénégal qui nous concerne, mais pourquoi créer des institutions, faire des coups d'État constitutionnels, des coups d'État institutionnels, prendre des lois pour écarter les gens? Pour quel objectif? S'il arrive que vous êtes impopulaire, mais faites la démocratie, si le peuple dit je ne veux pas de toi, mais c'est la fin du monde. Mais plus tes bagages, vas-y. Ça ne veut pas dire que la personne là ne va pas continuer à contribuer au développement de son pays. Mais le choix est porté sur une autre personne. Mais tant qu'on est au pouvoir, on va rester au pouvoir. Et quand on quitte au pouvoir, on veut mettre quelqu'un de sûr au pouvoir. Le problème de Youssoufou et Bazoum, c'est ça. Bazoum, même dans le PNDS Taraya, a été imposé. Mais c'est ça la vraie question de la gouvernance africaine. C'est ça. Il faut poser le problème. Moi, j'ai vu des gens avec un idéal arriver au pouvoir et puis ils changent. Parce qu'ils ont été corrompus par le système. Et c'est ça. Aujourd'hui, en Afrique, quelle est la mode? Lorsque vous voulez être candidat à la présidentielle, il faut aller chercher l'onction étrangère. Ah oui, j'ai telles relations. Mais c'est bidon. C'est du pipe, c'est grave, ça n'a rien. Ça veut dire que vous n'avez pas un programme à exécuter. Moi, j'ai été surpris la dernière fois. C'est un problème africain, c'est ça. Écoutez, même les journalistes ont posé la question à Bazoum, son projet par rapport au CFA, comment ça va se passer. Et puis, je l'ai écouté, il a dit, ils attendent le Nigeria. Tant que le Nigeria n'aura pas bougé, ce n'est pas possible. Parce que le Nigeria représente un poids économique et financier. C'est important. Ici, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'un cadre, ici au Bénin, c'est vrai que je comprends, il ne devait pas dire ce qui est dit dans les coulisses, a sorti ce qui était dit par rapport au CFA, il était limogé. Pour plaire à la France. Pas pour plaire au peuple béninois. Il a été limogé, rapide. Est-ce que c'est pour la France que nous avions élu nos présidents ou bien pour nous? Ça pose un problème de souveraineté. Et moi, je dis, je le répète, je suis un souverainiste et ça,
je le combats à tout moment. Voilà. Ça ne peut pas se passer que on se dit indépendant, souverain, et nous utilisons une monnaie comme le franc CFA. Quand vous aurez l'occasion de nous inviter pour faire un débat sur ça, il est plus commun que c'est ahurissant. Ça n'a aucun sens. On se dit, est-ce que ceux-là ont été à l'école une fois? Que faire aujourd'hui pour amener le calme et la sérénité au Niger? C'est ça que je suis en train de dire. Le calme et la sérénité, il faut que déjà la Cour constitutionnelle joue la transparence totale dans cette affaire-là. Parce que quand les choses sont transparentes, là, vraiment, toute personne à son niveau se dit vraiment, ça a été clair et net, il y a de la transparence. Et tu sais, tu as remarqué la sortie de l'intersyndicale, tout ce qu'ils ont revendiqué. Ils ont appelé à la Cour constitutionnelle d'être transparent. Ils ont demandé à Youssoufou d'aller dans la médiation, dans le dialogue, pour pouvoir apaiser, parce que ça ne veut rien dire. Il n'est pas donné. Ça ne veut rien non, dire. Il n'est pas donné de quitter le pays et de laisser le pays s'embraser. Parce que ce que je te dis, c'est le système même. Youssoufou va coûte que coûte être remplacé par Bazoum. C'est ça. Oui. Tu as tout l'appareil d'État, etc. Tu ne peux pas jouer à la transparence si le peuple n'est pas avec toi. Tu ne peux que jouer à l'opacité pour que ce monsieur la travaille. Mais pourquoi vous voulez coûte que coûte qu'il vous remplace? Même au sein de votre parti, il y a des réticences. Le problème là, je dis aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif au Niger. Le tournant décisif est qu'il faut qu'ils arrêtent de frustrer les gens. Les gens qu'ils ont arrêtés là, il faut qu'ils les libèrent tous. Il faut qu'ils les libèrent maintenant. Parce que le problème est que de ne pas attendre que la Cour constitutionnelle proclame les résultats que vous attendez, que vous voulez, pour ensuite procéder à la libération des gens, pour leur dire, vous restez tranquille ou bien on vous met en prison. Il faut que ça cesse. Si on ne va pas vers l'apaisement, comprendre que les autres, là, c'est des Nigériens à part entière. Pourquoi je le dis? Ce ministre de l'Intérieur, là, il a quoi de plus que les gens, là, qu'il a arrêtés? Il vaut mieux que Ama Amadou? Il vaut mieux que le général, là? Parce qu'on lui a confié une portion du pouvoir de l'État. Il utilise ça contre ses adversaires. Alors que ce pouvoir d'État doit être utilisé pour l'équilibre dans la gouvernance, pour être dans la justice, pour être dans la justesse. C'est pour cela. On ne doit pas l'utiliser pour brimer. Mais nous constatons qu'on utilise l'appareil d'État qui ne vous appartient pas. Et cet appareil d'État, le peuple qui vous a confié, c'est ce peuple-là qui vous paye. Vos indemnités, vos voitures, vos essences, là, c'est le peuple qui travaille pour vous le payer. Vous faites comme si c'est vous qui nourrissez les populations. Et vous vous asseyez et imposez la dictature. Ça fait très mal, hein. Vous savez, c'est des nids de conflit, ces comportements-là. Il faut qu'ils essaient d'être humbles, l'humilité dans la gouvernance. Moi, je crois que cela est important. Mais dans sa première sortie après la proclamation des résultats, le président élu, Bazoum Mohamed, a appelé à la paix, appelé à l'union, appelé à la sagesse et a demandé à ce que tout le monde puisse le rejoindre pour construire le Niger. C'est un discours à saluer, forcément. Bon, ils tiennent tous ce discours, je l'ai déjà dit une fois ici, c'est de l'ossimore. Ossimore parce que vous avez des gens opposés à vous qui vous ont combattu, qui ont combattu votre programme. Et vous voulez qu'ils viennent diriger quoi avec vous pour appliquer quel programme? Cela dénote une fois encore pour moi, pour ma part, que nos chefs d'État n'ont pas de vision, n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de conviction. C'est ça. Un opposant, vous n'allez pas appeler, Macron ne va pas appeler Marine Le Pen pour venir diriger avec lui. Elle n'accepterait pas parce que c'est deux lignes diamétralement opposées. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc je ne vois pas, il ne peut que dire ça. Ce qu'il a fait, c'est ça que M. Lavissi a dit, qu'il pose des actes hardis pour apporter la paix. Et le plus important, il y a une jeunesse nigérienne qui est désœuvrée, qui facilement peut prendre des armes. Le djihadisme, je me chie à le dire, c'est l'un des défis majeurs de l'humanité aujourd'hui. Et c'est à nos portes. Donc il faut une politique, vous ne pouvez pas assurer la sécurité en menant une politique d'exclusion. Ça ne peut pas marcher parce que les djihadistes sont là. Il y a de temps en temps des incursions de Boko Haram ou de l'État islamique qui viennent au Niger recruter des jeunes. Depuis 2012, le gros contingent des forces de l'État islamique, c'est des jeunes Nigériens, pas les Maliens.
selon les enquêtes, c'est des jeunes Nigériens. Donc c'est très important. Il faut s'en occuper. Et quand on laisse, et vous savez que des armes circulent dans ce milieu-là, et quand on laisse les jeunes à être sevrés et être endoctrinés, par le discours islamiste, je crois que c'est fini pour le Niger. Ici, il va basculer. Nous l'avons dit la dernière fois pour le Mali aussi. Donc, ces pays doivent être surveillés de très près pour que la situation ne dédonne. Le problème de la sécurité est très important. La sécurité, il a déjà dit, Bazoum, la sécurité, parce que le djihadisme mène une guerre asymétrique. Et nos armées ne sont pas formées pour ça. Ils sont tués tous les jours. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? On ne souhaite pas, comme l'a dit. C'est ça le malheur de Ama Amadou qui a dit que si les élections n'étaient pas transparentes, on risquait d'avoir ce qui s'est passé au Mali. Et ça, Issoufou ne lui a pas pardonné ça. C'est ça le problème du ministre de l'Intérieur qui dit, pour avoir dit ça, cela suppose qu'il était en train d'inviter à un coup d'État au Niger. Ce qui n'est pas impossible. L'histoire du Niger ces dernières années, je l'ai dit tout à l'heure, Issoufou est le seul président démocratiquement élu qui est en train de vouloir assumer une alternance pacifique. Bon, voilà qu'elle a été salie par les troupes que nous avons connues la dernière fois. Donc il faut vraiment beaucoup de sagesse pour apaiser la tension au Niger, parce que Mamadou, une fois encore, ne va pas se laisser faire en prison dans la souffrance. Donc il faut vraiment apaiser la tension. S'il veut, tant qu'il veut faire un mandat, il veut entamer un mandat dans la paix, avec cette problématique de l'insécurité aujourd'hui, je pense qu'il a intérêt à vraiment calmer les choses pour que le Niger retrouve une certaine stabilité. Voilà, je crois que même cette déclaration-là, c'est démocratique. Je n'ai pas appelé, j'appelle à l'insurrection, je dis levez-vous, debout. Même j'ai un droit en tant que la Constitution me permet de dire, d'appeler le peuple à la résistance. Mais pas à l'insurrection, pas à la violence. Où est-ce qu'on a appelé à la violence? Le peuple sait s'exprimer sans la violence. Non, c'est-à-dire que parce que quand ça commence comme ça, on ne sait pas où ça va finir. S'il vous plaît, celui qui truque les élections est la cause de la violence. Pourquoi on laisse cette cause-là? On veut s'attacher à ce qu'un homme politique qui a été brimé pendant tout ce temps-là, ce qu'il a dit. Je comprends parfaitement. Je viens. Mais lorsque vous laissez... La population, parfois, elle est incontrôlable. Non. Amadou, il est en prison. Il est en prison, là. La population a fait quoi? Ils ont brûlé quoi? Oui. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le monsieur, là, il faut le bâillonner, il faut le museler, c'est-à-dire que c'est une haine viscérieuse contre ce monsieur-là. Mais c'est partout. Mais non, c'est ça, la gouvernance africaine, c'est comme ça. Pourquoi on cible un homme pacifique? Parce que Amadou pouvait appeler à la rébellion. Je ne suis pas candidat, oui. Je serai candidat où je vais mettre le trouble. Il ne l'a pas fait. Il est allé à l'université pour tenir une conférence de presse avec les étudiants. Mais ils l'ont bien accueilli, etc. Il est sorti pour leur faire une cour de politique, pour apaiser les gens. Le problème est à la base. Il est toujours... Tant que nous allons opter pour ce mode de gouvernance, je voudrais que vous me laissez aller jusqu'au bout, parce que je vous ai laissé parler. Je suis en train de dire, le candidat le plus pacifique, les autres ont dit autre chose, le général a dit autre chose. D'autres ont dit, Bazoum dit pire que ça. Nous allons vous... Ce qu'il a dit, les mots qu'il dit à l'opposition, mais c'est choquant, Bazoum presque insulte l'opposition. Alors, mais Amadou est toujours un homme mesuré. Il n'a jamais été au-delà de ce qu'il ne fait pas. C'est un homme d'État, il l'a prouvé. Il n'a jamais appelé à la violence. En tout cas, moi, je l'ai suivi pendant tous ces 4-5 dernières années. Tout ça sorti, etc. J'ai compris que ce monsieur-là, les gens veulent le victimiser, c'est tout. Ils l'ont victimisé parce qu'il est extrêmement populaire. Et qu'il va aux élections, il les bat, ils le savent. Ils l'ont écarté maintenant. Quand ils l'ont écarté, c'est pas la fin du monde. Il est venu pour le dire, c'est pas ma personne qui est en jeu, hein. C'est le Niger. Nous allons créer le changement. Il a pris un candidat. Jusqu'à présent, on le poursuit. Mais quand même, il faut analyser les choses. Il peut de l'extérieur créer des problèmes. Parce que vous avez dit, s'il a besoin des chefs d'État qui peuvent le soutenir, il peut le faire. Il peut créer des troubles à ces gens-là, violemment. Mais il n'a jamais été dans cette dynamique. Il n'a jamais été dans cette dynamique. Donc, c'est pour moi, le fait de dire, attention, si les élections ne sont pas transparentes, ce qui s'est passé au Mali, c'est que les élections n'étaient pas transparentes. C'est ce qui a créé le problème au Mali. Ça ne veut pas dire qu'il appelle, mais il met en garde même le pouvoir pour le dire. Ne le faites pas parce que ça peut avoir les conséquences. Mais
un leader peut dire à son peuple, je vous appelle à la résistance. Bien sûr. Mais pas la violence. Mais la résistance, c'est quoi? C'est résister contre la violence. C'est tout. Par exemple, si au Bénin, ici, un leader appelle résister contre la dictature. Et si on le prend, on lui dit que tu as appelé à la violence, c'est pas vrai. Parce qu'il y a la dictature, il faut faire face. Dans chaque pays où il y a la dictature, il faut que le peuple fasse face. Parce que vous savez, ce que les gens oublient, la souveraineté est au peuple. Il n'y a aucune loi qui est au-dessus du peuple. Et ce peuple-là n'est pas respecté en Afrique. Ce peuple-là n'est pas respecté. Mais c'est ça. Emile Guérin, vous vouliez réagir? Oui, bien sûr, c'est ça le vrai problème. Le peuple n'est pas respecté en Afrique. On se fout du peuple. Je vis au pouvoir, terminé, je m'en fous, je mène tout droit. Et je fais ce que je veux. Qu'il vous souvienne que l'histoire des Gilets jaunes, ça fait fléchir Macron. En France, oui. Parce qu'il sait qu'il ne peut que faire ça. Avec son peuple. Mais ici, quand ça se passe, il suffit qu'on passe un coup de feu, dit oui, fonce, fais ceci. Dans les années 90, à l'entame des réformes démocratiques dans nos pays africains, c'est le président Omar Bongo Ondimba qui a dit on n'organise pas les élections pour perdre. Heureusement qu'il avait dit après Soglo, on n'organise pas les élections pour perdre. Et cela est devenu une parole d'évangile. Cela est dans l'imaginaire de tous les dirigeants africains aujourd'hui. Quand ils sont au pouvoir, ils n'organisent jamais une élection pour perdre. Alors. C'est bien dommage. Le peuple peut te lire, 5 ans après, le peuple est souverain. Il peut même commettre une erreur en ne te renouvelant son mandat. Il assume, le peuple. Donc, en Afrique, nous ne respectons pas la volonté populaire. Et c'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui, pour porter la voix du peuple, il faut être avec le peuple. Il faut être dans le peuple. Il faut vivre ce que le peuple vit. Quand vous n'êtes pas, vous créez d'être, quand vous tague de populiste, de ceci, mais pour moi, c'est un mot que j'adule. C'est un mot qui me plaît. Il faut l'être. Il faut être dans le peuple. Et lorsque vous prenez une décision, même si la décision est bonne, c'est ça le respect du peuple. Le peuple ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas faire la volonté de quelqu'un contre la personne même. Ce n'est pas possible. Donc le peuple, ça peut être bien son bonheur et qu'il ne comprenne pas en ce moment. Il comprendra un jour. C'est pourquoi je dis à ceux qui pensent que la colonisation nous a permis de nous émanciper, je dis c'est faux. Elle a détruit complètement le socle africain. Elle a détruit complètement les fondements africains. Et c'est bien dommage. Lamine Cissé, mot de fin? Bon, mon mot de fin en ce qui concerne le Niger, franchement, vous savez, nous sommes tous des citoyens de la communauté CEDEAO. Nous sommes dans une communauté où on est obligé de vivre ensemble. S'il n'y a pas la paix dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est que tous les pays sont impactés. Puisque nous sommes la libre circulation, on se marie entre nous, on est ensemble. C'est notre communauté. C'est pourquoi, franchement, ce que je souhaiterais est que Youssoufou laisse son bâton de partialité ailleurs et essaie d'amener la balle à terre. On ne peut pas gouverner un pays en ayant dans la tête qu'il faut foncièrement éliminer les autres et les autres, il faut amener les gens ensemble à s'asseoir sur la même table et discuter. Je l'ai dit ici sur l'émission, avant les élections, j'ai dit c'est Youssouf qui peut amener l'apaisement. Deuxièmement, il faut que la Cour constitutionnelle puisse rassurer les uns et les autres. Les résultats qu'il doit donner, il faut que ce résultat-là soit compris et par la gouvernance et par l'opposition. C'est possible. C'est possible. Il y a des points de divergence. Il faut les éclaircir dans un consensus. Ne pas être du côté partial. Parce que nous avons des cours constitutionnels qui, en Côte d'Ivoire, la même cour constitutionnelle a dit à 2 présidents, tu as raison. Ça pose un problème d'éthique et de morale. Donc il faut que la cour constitutionnelle sache que le Niger est à un tournant décisif. Et nous sommes tous concernés par cela. Donc moi j'appelle à l'apaisement. Que ce soit le président Mahaman Ousmane, le président, ils n'ont qu'à libérer tous ces gens-là qu'ils ont mis en prison. Ils n'ont qu'à les libérer. Ils n'ont rien fait du tout. Mahamadou a fait quoi? Le général là, il a fait quoi? Il y a un colonel de la douane aussi qu'on a pris. Ils ont fait quoi en réalité?
on les garde parce qu'on a la puissance publique. On n'a qu'à arrêter cela. C'est ce que moi je demande. Il y a des violences qui ont été commises. Mais est-ce qu'on les a pris au niveau de la violence? Est-ce qu'ils les ont pris dans la rue? On est allé les cueillir dans leur maison. Celui qui est chez lui, là, tranquillement, tu laisses les gens qui font la violence et tu viens les cueillir. Ça dit que la violence a été... Les violences sont identifiées, il faut qu'ils répondent. Ouais, mais parce que le contraire... Moi, je n'ai pas vu là où on a arrêté les gens qui braquent les urnes là, pour détourner les PV là. Aucun des éléments n'a été arrêté. Qui parmi eux? C'est dans l'opposition on fait les arrestations? Doit forcément rester à la loi. Absolument. Si les auteurs des violences ont été identifiés, il faut qu'ils répondent devant la justice. Ça fait un. Parce que je n'admettrai pas que si les militaires ou les policiers tiraient, vous avez parlé tout à l'heure de la gouvernance policière, et c'est ça nos États. Si on tirait sur la population, il faut qu'eux aussi ils répondent devant leurs actes. C'est ça. Mais ceux qui ont arrêté là, je n'ai pas parlé des gens qui sont trouvés sur le terrain. Je parle des des leaders qu'on a arrêtés là. Il n'y a pas de motif pour les arrêter. Nous sommes dans un contexte politique. Ils n'ont pas de motif. Tu as vu en France, on fait les élections et que la population, et on va accueillir les leaders pour les mettre en prison. Mais c'est-à-dire que l'État français n'ose même pas aller dans ce sens-là. Mais nous avons des dictatures. Oui, c'est ça le problème chez nous en Afrique. On vient de le dire, nos gouvernants ne respectent pas le peuple. Non. On peut tirer sur le peuple comme on veut, et puis ça continue. C'est ça le problème, malheureusement. Donc en cela, il faut encourager les enquêtes. Et si les auteurs sont situés, pourquoi pas leur appliquer la loi? Absolument. La vérité, la justice, l'équité, pour tous. Pour tous. Oui. C'est cela seul qui peut garantir. Mais je ne fais pas confiance à ces dirigeants que nous avons aujourd'hui en Afrique. Moi, je ne leur fais pas confiance. Parce que, comme je viens de le rappeler tout à l'heure, pour nos dirigeants, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et puis c'est comme ça. Quel que soit le prix à payer, il faut toujours gagner ces élections qu'on organise. Quelle que soit la situation. C'est comme ça. Depuis que Bongo l'a dit, tout le monde le fait. Certains ont même traité le président Soglo d'incapable. Comment il peut organiser une élection et la perdre? Mais voilà, même Abdou Diouf, chez vous, on n'a pas compris comment il a pu perdre. C'est ça. Non, parce il aurait pu faire autrement. Non, parce même s'il y aura violence. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de violence. Il y a eu des morts. Beaucoup de morts. Beaucoup de blessés. Mais avant qu'on en... Mais c'est ça la réalité. Mais on s'en fout, on est au pouvoir. L'essentiel est qu'on soit au pouvoir. Avant qu'on en vienne à l'alternance au Sénégal, il y a eu trop de morts. Hein. Le combat a été depuis 1960. C'est que c'est... Non, je veux parler des élections qui ont porté... Ce parti-là a été 40 ans au pouvoir. Le parti de Abdou Diouf. Il a été 10 ans Premier ministre et 20 ans président de la République. De vos avis, on aura compris que la démocratisation ou le processus démocratique... Ce qui est heureux, pour finir, si vous le permettez, en quelques secondes, c'est que, quoi qu'il arrive, moi je suis optimiste que demain, ça va changer pour ce nouveau paradigme auquel tout le monde rêve. Par ces dirigeants qui le veulent ou non, les choses vont changer. Ou ils s'arrangent du côté du peuple et ils continuent, ou bien on les balaye. Ou ils ne seront plus là. Rien à faire. C'est donc un processus continu, aussi bien la démocratisation que le processus démocratique en lui, les élections, la transparence. Ce sont donc des processus continus et il faut toujours cette quête de paix et de cohésion-là entre les peuples. Le débat aura donc été entre vous et Mel Guérin, consultant en communication et gestion de crise, face à vous, Lamine Sissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur Sika. Restez informés à chaque instant sur Sika.